Chapitre 10. Zemmour et la crise économique financière. La logique de la dette, la fin du modèle français, le système bancaire et la logique de la dette ont conduit à une explosion des inégalités à l'échelle planétaire. En 2017, la fortune des 500 personnes les plus riches au monde atteignait 5 400 milliards de dollars, près de 2 fois le PIB de la France, pour un rapport datant de décembre 2017 sur l'accroissement des inégalités dans le monde. L'économie de Thomas Piketty, prolongeant les tendances en cours, anticipait une contraction du patrimoine de la classe moyenne. Ouvrez les guillemets. Si la tendance se poursuit, la part du patrimoine des 0,1% les plus riches de la planète rejoindra celle de la classe moyenne en 2050. L'économiste Oliver Godshot a étudié les évolutions des salariés du privé. Il a mis en évidence qu'entre 1980 et 2007, le salaire français moyen n'a pas progressé que de 0,82% par an. Il a explosé pour les 0,01% des mieux payés, plus de 380%. La France suit le chemin de la Grèce, qui a été mise à genoux par Goldman Sachs et l'Union européenne. Un pays où la qualité des soins régresse au point que les ménages appauvris y rencontrent. Entre 2008 et 2011, les suicides en Grèce auraient augmenté de 27%. Le géographe Christophe Guilly, à l'instar de quelques politologues et économistes honnêtes qui ne sont pas dispendiés par la banque, pointe du doigt le danger que fait peser la banque sur la société. Ouvrez les guillemets. Si le triste exemple de la Grèce illustre la rapidité avec laquelle la classe moyenne peut disparaître, il permet aussi de mesurer les risques d'un endettement incontrôlé et donc de l'emprise des banques sur les États. Le niveau d'endettement des États n'a jamais été aussi élevé. Cet endettement n'est pas virtuel. Il pèse directement sur les marges de manœuvre des États, mais aussi, in fine, sur les classes moyennes, qui a indirectement participé au sauvetage des banques en 2008. En France, comme aux États-Unis ou en Allemagne, la logique de la dette, l'appauvrissement massif et l'érosion de la classe moyenne conduisent aux mêmes effets de désintégration sociale. Cette désintégration accélère par les mouvements migratoires qui procèdent du même système que celui de la dette. Le libre-échangisme planétaire augmente les tensions raciales. Que le modèle de la société soit communautariste à l'anglo-saxonne ou assimilationniste, universaliste à la française, ce processus contacte Guilly, même aux mêmes conséquences, qu'il faut toutefois distinguer des causes. Ouvrez les guillemets. De Los Angeles à Paris, de Malmö à Londres, les mêmes émeutes urbaines, les mêmes tensions raciales, la même paranoïa identitaire, le même processus de partition. Ces échecs est généralement attribué à l'idéologie du multiculturalisme, à l'islam, au communautarisme. S'il est vrai que tous ces éléments participent à l'explosion des modèles préexistants et ne sont pas la cause, ces idéologies s'imposent avec d'autant plus de facilité que les conditions du processus d'intégration-assimilation ne sont plus réunies. La première des conditions, nous l'avons vu, est l'incarnation des modèles d'intégration par une catégorie majoritaire et référence à un rôle occupé hier par l'ancienne classe moyenne. Guilly pointe également du doigt l'hypocrisie de la classe dominante qui déplore l'inefficacité du modèle d'intégration à la française alors qu'elle facilite la désintégration par la destruction économique de la classe moyenne qui assurait la stabilité sociale. La classe dominante pousse sciemment la société vers la balkanisation tout en utilisant les populations immigrées des banlieues comme domestiques et instrumentalisant la question ethnique. Ouvrez les guillemets. Dans l'ensemble des pays développés, la classe dominante dont la feuille de route exige de réduire la voiture de l'État-providence se repose paradoxalement sur des catégories encore protégées des effets de la mondialisation et à la marge sur les minorités précarisées pour développer les normes de l'économie monde. Captif pour le moment, l'électorat âgé ne soutiendra pas éternellement un système qui le fragilise. C'est pourquoi les classes dominantes occidentales font le pari risqué de l'émergence d'un électorat plus jeune et en forte croissance, celui des minorités. Cette stratégie électorale adoptée par les partis de gauche en Europe et par les démocrates aux États-Unis est très fragile également. Les intérêts de cet électorat populaire et précaire sont très éloignés de ceux d'une classe dominante acquise à un modèle
qui restreint les salaires des gens modestes en imposant des réformes sociétales pour le moins décalées avec l'attachement de ces catégories aux valeurs traditionnelles. La stratégie électorale des classes dominantes vise à réduire ce grand écart idéologique par l'ethnicisation à outrance des rapports sociaux, la mise en avant du racisme des classes populaires traditionnelles et le risque de l'avènement d'un régime totalitaire et ou fasciste. En France, l'électorat des banlieues est aujourd'hui largement indifférent et pour les plus jeunes habitants, souvent très hostiles aux partis de gauche aux États-Unis, les candidats démocrates attirent de plus en plus difficilement les minorités, notamment les Noirs. Ces minorités sont de plus en plus conscientes et éduquées. Elles se laissent de moins en moins manipuler par des discours caricaturaux et paternalistes tenus par une bourgeoisie dont le seul objectif est de maintenir sa position de classe. En Europe comme aux États-Unis, d'indigénat, c'est terminé. Un des signes de l'affranchissement du modèle néo-indigéniste balkanisant d'un certain nombre de Français d'origine étrangère est leur opposition à la poussée de l'immigration subsaharienne ou non. Les confrontations entre, d'un côté, les jeunes d'origine immigrée et, de l'autre, les populations roms et les migrants subsahariens peuvent être interprétées comme étant des guerres territoriale, mais une étude réalisée en 2014 en région parisienne montre par exemple que l'immigration est une préoccupation majeure des Français musulmans, car ces derniers ont conscience que les vagues migratoires risquent de remettre en question leur position socio-économique. Christophe Guilly, que l'on ne peut pas soupçonner de politiquement correct sur la question des minorités ni de complaisance vis-à-vis des enfants d'émigrés, souligné à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes que, ouvrez les guillemets, s'il est évident que toutes les sociétés occidentales sont devenues plurielles, cela n'empêche pas la recomposition d'un bloc populaire majoritaire. La question des minorités est à ce titre révélatrice. On a beaucoup dit que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement blanc. Pourtant, si les minorités n'étaient pas majoritaires sur les ronds-points car elles ne vivent pas dans la France périphérique, elles étaient bien présentes. Simplement, elles ne sont pas venues en portant leur identité en étendard. Et le mouvement des Gilets jaunes a été très puissant dans les départements et territoires d'outre-mer, notamment à La Réunion et en Guadeloupe, où les classes populaires noires ou métisses se sont reconnues dans cette contestation populiste. Ces territoires où les Blancs sont minoritaires, ont d'ailleurs majoritairement voté pour le Rassemblement national aux élections européennes de 2019. Zemmour et la crise socio-économique protègent l'oligarchie par la guerre civile ethno-confessionnelle. La France traverse actuellement une période de crise socio-économique et identitaire au sens large du terme, concomitante à une corruption complète de la caste politique liée à des lobbies bancaires, industriels, pharmaceutiques convergents, que le président actuel soit passé par la banque Rothschild et qu'il ait été mis en selle politiquement par Jacques Attali, constitue en soi la démonstration que l'appareil d'État français est entièrement sous le contrôle des lobbies et des puissants d'argent. Dans ce contexte et face à la révolte sociale qui se radicalise, l'oligarchie et ses représentants, que ce soit Éric Zemmour et Alain Finkielkraut à droite de l'échiquier politique ou BHL et Attali à gauche, au fond le même objectif à atteindre. Certes, par des voies différentes, il s'agit de dévier vers une autre cible, la vindicte populaire qui désignerait les vrais coupables du désastre économique et social, l'oligarchie, les 0,1%. Aujourd'hui, la catégorie qui doit tenir le rôle d'ennemi des Français est non pas prioritairement l'immigré, mais le musulman, conformément à la doctrine néoconservatrice du choc des civilisations. Lors du discours d'Éric Zemmour à la convention de la droite, le 28 septembre 2019, au milieu de ses vociférations et les demi-vérités qu'il a assénées, on peut révéler plusieurs tirades néoconservatrices. Ouvrez les guillemets. En France, comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés. Je ne dis pas créés, mais aggravés par l'immigration, école, logement, chômage, déficit sociaux, cette dette publique, ordre public, prison, qualification professionnelle, urgence, hôpitaux, drogue et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. Ce qui frappe lorsqu'on écoute ce passage et l'entièreté de son discours, c'est l'absence de causalité et de coupable.
Aucune mention n'est faite des responsables premiers de cette situation qui déplore si l'immigration et l'islam aggravent tous nos problèmes. Qui est à l'origine de ce problème? Qui sont les coupables à condamner et punir? Là-dessus, Éric Zemmour est silencieux, car il ne voudrait pas dévoiler sa communauté. Il ne s'agit pas d'une omission due au hasard, car toute cette rhétorique vise, entre autres choses, à protéger l'oligarchie, les tenants du système politico-médiatique qui rémunère Éric Zemmour. Rappelons aux usages que les principaux employeurs de Zemmour sont des membres éminents de l'oligarchie, Serge Dassault, 1925-2018, dont la société est propriétaire du journal Le Figaro, Serge Nedjar, patron de CNews, et Maxime Saada, président du groupe Canal+. Après avoir énuméré les problèmes sans désigner de coupable, Éric Zemmour propose une issue qui n'est pas politique, ni régulation des mouvements migratoires, ni protectionnisme économique. Sa solution, qui est celle des néoconservateurs ayant détruit le Proche-Orient, c'est la guerre, qu'ils ne font jamais eux-mêmes, et la destruction de la société. Ouvrez les guillemets, la question qui se pose donc à vous et à nous est la suivante. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils méritent leur colonisation, sinon ils devront se battre pour leur libération. En lieu et place d'une solution politique qui doit venir de l'État, Zemmour invite les jeunes Français en âge de se battre à aller à la mort dans une guerre civile qu'il appelle ici de ses voeux. Apparemment, il trépigne de voir le sang des Français couler, à l'instar de Bernard-Henri Lévy, qui, jubilant, a déclaré, ouvrez les guillemets, je suis fier de la France quand elle envoie ses soldats se faire trouer la peau pour libérer un peuple africain du joug islamique. La seule différence entre Éric Zemmour et Bernard-Henri Lévy est la suivante. Le premier enjoint les jeunes Français à se faire tuer sur leur terre et le second jouit de les voir se faire trouer la peau à l'étranger. Chapitre 11. Zemmour et la politique. Pour la guerre civile, cette unification des différentes couches sociales contre les plus riches est le phénomène le plus à craindre pour ceux que Zemmour représente, raison pour laquelle l'éditorialiste du journal Le Bourgeois Le Figaro balayait lors d'un débat sur NC News face à Alexis Corbière le 4 décembre 2018. D'un revers de la main, les revendications de Gilets jaunes avec un argument libéral digne d'une Margaret Thatcher. Ouvrez les guillemets, on veut raser gratis. On a l'impression que c'est une critique faite à un régime à qui on reprocherait son excès de libéralisme alors que nous avons l'État-providence le plus lourd de l'Europe. Je pense que c'est mal réparti, mal organisé. Bien loin de répondre à la crise socio-économique, Éric Zemmour et la classe supérieure à laquelle il appartient, le sionisme talmudique, ou du moins qui le paie aussi, et qui a été décrite par ces Guilly, cherche à détruire la société. D'ailleurs, durant la période électorale de 2017, Éric Zemmour s'était fendu d'un article en faveur de l'euro, la monnaie des riches, et contre les pourfendeurs de cette monnaie unique qui a pourtant fortement contribué à l'appauvrissement des Européens et des Français. Ainsi, il écrivait le 12 mai 2017 dans les colonnes du Figaro, entre guillemets, un économiste brillant, Jacques Saphir, comme de gauche et pourfendeur talentueux de l'euro, a convaincu ses nouveaux amis Marine et Florian que tout était possible, que le rapprochement des deux rives, comme disait Chevènement, pourrait s'opérer autour d'un ennemi commun. L'euro, Jacques Saphir, gère le cerveau de Florian Philippot, qui gère le cerveau de Marine Le Pen. Trio infernal, trio de l'échec. Éric Zemmour était alors à l'offensive contre le protectionnisme en faveur de l'euro et par suite en soutien de l'Union européenne avec ses camarades faussement souverainistes, à l'instar de Robert Ménard, un transfuge qui était à la tête du Reporters sans frontières avant de se convertir au néoconservatisme et de prendre pour avocat l'ami de Netanyahou, Gilles William Golnadech. R. Ménard, maire de Béziers depuis 2014, déclarait sur France Inter le 4 mai 2017 entre deux tours de l'élection présidentielle. Ouvrez les guillemets, je suis contre la sortie de l'euro, c'est un de mes désaccords avec le Front National, comme je suis contre la sortie de l'Union Européenne. Je trouve que ce n'est pas la bonne solution, qu'on a bien d'autres problèmes qu'on peut régler sans sortir de l'euro. C'est à quoi œuvrait Éric Zemmour. C'est
à la neutralisation de toute la France de droite et catholique par un parti politique identitaire, ce qu'a d'ailleurs fait remarquer Jacques Saphir dans un texte où il répondait à Zemmour. Zemmour a abandonné le discours souverainiste et protectionniste qui tenait dans les années 2000, un discours de défense des intérêts du peuple qui, avec le recul, avait pour unique objectif de séduire, du verbe latin séducere, qui signifie éloigner, détourner, dérober les Français et les mener vers le néoconservatisme et la guerre civile. Et il ne s'en cache plus, puisqu'il évacue ouvertement les questions relatives à la survie du pays, souveraineté militaire, monétaire, économique, au profit de la guerre civile ethno-confessionnelle qui acheverait la destruction de la France et de toutes ses communautés. Ouvrez les guillemets. Je ne dis pas que la question de l'identité est la seule qui nous soit posée, que l'économie n'existe pas, que la désindustrialisation n'existe pas, que les fins de mois difficiles n'existent pas, que les petites retraites n'existent pas, que le code du travail n'existe pas, que la délocalisation n'existe pas, que les contraires et défauts n'existent pas. Je prétends seulement que la question identitaire du peuple français les précède toutes, qu'elle préexiste à toute, même celle de la souveraineté. C'est une question de vie ou de mort. Une république islamique pourrait être souveraine. En quoi serait-elle française? Quelle question de l'identité est la plus rassembleuse, car elle réunit les classes populaires et les classes moyennes, et même une partie de la bourgeoisie qui reste attachée à son pays. Oui, elle réunirait toutes les droites jusqu'à une gauche restée près du peuple français, sauf la gauche internationaliste et la droite mondialiste. L'on voit ici toute la contradiction de la position de Zemmour qui consiste à défendre verbalement l'identité française sans remettre en question l'Union européenne et l'euro qui procèdent du libre-échangisme planétaire et du mondialisme qu'il pourfend, lequel détruit les identités. Ce système qui réduit à une peau de chagrin toutes les cultures traditionnelles, notamment par l'immigration massive, dont l'effet est double, la destruction de la culture du pays d'accueil et le déracinement des populations migrantes. Une des principales causes de ces mouvements migratoires est la finance internationale qui appauvrit ce qu'on appelle le tiers-monde, finance internationale à laquelle Zemmour ne s'attaque plus depuis son virage néoconservateur. Éric Zemmour ne cesse de se contredire depuis quelques années. Il se réfère aux néoconservateurs tels que Bernard Lévy, prometteur des guerres qui ont semé le chaos au Proche-Orient, ou l'assistant de ce dernier, Samuel Huntington, l'auteur du fameux choc des civilisations, entre guillemets. Or, précédemment, quand il était encore chevènementiste, Zemmour faisait partie des critiques de l'impérialisme américain. Jean-Pierre Chevènement écrivait en 2003 à propos des néoconservateurs et de leur idéologie. Ouvrez les guillemets, ancien intellectuel de gauche ou d'extrême gauche reconverti dans la pensée entre guillemets dure par haine de la pensée entre guillemets molle et du politiquement correct post-68 art, les néocons sont à la fois les héritiers d'une idéologie impériale extrême issue d'une tradition philosophique prompte à fustiger le mal, celle de Léo Strauss, philosophe allemand émigré aux États-Unis à la fin des années 30, et d'Alan Bloom, son disciple, qu'un livre L'âme désarmée Julliard, 1987, sur le déclin de l'université américaine avait rendu célèbre. Les néocons développent une représentation du monde à la fois insolationniste et interventionniste, enracinée dans une conception providentialiste de l'histoire, celle de la destinée manifeste, rejet de l'ONU assimilé à la Société des Nations, où les États-Unis avaient d'ailleurs refusé de prendre leur place, refus de toute alliance contraignante, la mission seule définissant la coalition, droit affirmé à la guerre préventive, contre tout ennemi assimilé au mal, rêve de protection absolue à l'abri d'un bouclier antimissile. Nous sommes très près d'une mentalité de cow-boy. L'idéologie des intellectuels néoconservateurs ne rejoint celle des fondamentalistes chrétiens, la NDA, et il s'agit des chrétiens protestants évangélistes que sur un point, mais il est capital, le refus de ce qu'il appelle le relativisme moral, entre guillemets, hérité aussi bien de la contre-culture des années 60 que de la réelle politique kinsingerienne, mais du rejet du relativisme moral à l'arrogance dogmatique et
l'impérialisme déchaîné, il n'y a qu'un pas vite franchi. Eh bien, et regardez le parcours d'Éric Zemmour du mitterrandisme à la guerre civile en passant par un gaullisme, un bonapartisme, un pétainisme de posture ressemble très précisément à celui des néoconservateurs. À une différence près, les néoconservateurs ont poussé les États-Unis dans des guerres internationales tandis que Zemmour veut entraîner la France dans une guerre civile.